L'histoire que nous allons vous raconter maintenant est absolument bouleversante. C'est celle de Jacques, un homme qui pendant plus de 40 ans a dû se cacher et vivre dans le mensonge pour préserver son secret. Pendant toutes ces années, ni sa famille, ni ses amis n'ont soupçonné quoi que ce soit, jusqu'au jour où Jacques a décidé enfin de parler. Pour ses proches, son aveu a fait l'effet d'une bombe. Sans tabou, Jacques nous raconte ce soir l'histoire de son terrible secret. Les gens m'ont toujours senti un peu perturbé. Ils ne savaient pas pourquoi, mais perturbé par quelque chose. C'est quelque chose de tellement tabou que je ne peux en parler à personne. Même ma meilleure amie. J'étais coincé, bloqué dans ce secret, sans pouvoir m'en sortir. Aujourd'hui, avec ce que je sais, il a certainement été en grande souffrance, c'est évident. Nous sommes au début des années 90. Jacques a 30 ans. À cette époque, il est célibataire et vient d'arriver à Paris pour travailler comme peintre décorateur. Les années Paris se passent très bien, puisque je découvre un monde nouveau, un monde extraordinaire, qui est le monde du spectacle et du cinéma. J'ai rencontré Jacques il y a très longtemps maintenant, parce que c'était un peintre de décors de théâtre. Et donc, dans le cadre des décors que je concevais, en particulier pour le Lido, c'est Jacques qui faisait le travail de peintre de théâtre, qui est un métier très particulier. C'est quelqu'un de grand talent, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et surtout, il avait cette qualité que beaucoup de peintres de théâtre n'ont pas. Il faut faire taire sa personnalité pour peindre comme ça a été peint et non pas comme on l'interpréterait, le document que l'on voit. J'étais stagiaire peintre, il était peintre en lettres et on a tout de suite sympathisé. Il m'a de suite, je sais pas, pris sous son aile. J'ai vécu cette période parisienne très intensément, comme un enrichissement. J'ai rencontré des gens très intéressants, qui avaient des passés artistiques ou des gens importants. Jacques s'épanouit dans son travail. C'est un artiste talentueux, respecté et apprécié par ses collègues. Son physique agréable lui permet même de jouir d'une certaine réputation auprès des femmes. Oui, c'était un homme qui plaisait aux femmes quand même. Il avait une assurance, il dégageait quelque chose, un certain sex appeal, ouais. Très brun, avec la barbe qui se voyait un peu. Et un beau mec. Et un beau mec, mais je pense qu'il le savait. Il le savait, mais comme toute personne, voilà. Alors, il pouvait en jouer, hein. Il pouvait en jouer, mais c'était vraiment le mec. À la limite, oui, on aurait cru Don Juan parce qu'il était tout le temps entouré de femmes dans son équipe. Pourtant, l'entourage de Jacques sent bien que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un problème, mais lequel ? Jacques avait quand même une double personnalité parce que je pouvais trouver mon Jacques super joyeux et puis le lendemain, il était complètement déprimé. Il y avait un petit peu, je ne veux pas dire Dr Jekyll et Mr Hyde, mais quand même un peu, quoi. Donc moi, je mettais ça sur le compte du manque de travail ou de soucis personnels. J'ai découvert après que c'était autre chose, mais j'étais à 100 lieues de m'imaginer que c'était ce qui m'a annoncé un jour au téléphone. Les gens m'ont toujours senti un peu perturbé. Ils ne savaient pas pourquoi, mais perturbé par quelque chose, sans vraiment en déterminer le sens. C'était vraiment son secret, son mal-être. Aujourd'hui, avec ce que je sais, il a certainement été en grande souffrance, c'est évident. Jacques a-t-il des problèmes personnels dont il ne souhaite pas parler ? Pour découvrir ce qui le hante, il faut remonter le temps, revenir en 1976.
Cette année-là, à Périgueux, sur les bancs de l'école, Jacques rencontre Marie-Hélène. Les deux étudiants tombent follement amoureux l'un de l'autre. Marie-Hélène, j'ai rencontré très tôt, en rentrant en Beaux-Arts. Et là, je suis tombé en amour pour elle. Et j'ai dragué, j'ai flirté, et on a fini par sortir ensemble. On est restés ensemble jusqu'au mariage. J'étais très heureux de me marier avec Marie-Hélène. Ce mariage a réellement été un mariage d'amour, avec le désir d'avoir des enfants et le plaisir de vivre avec Marie-Hélène. Il a rencontré Marie-Hélène. Il s'est marié. Il me semble heureux. Quand je me suis vu sur les marches de l'église, j'étais un mari. Ça a accentué ma souffrance, que je me traînais depuis 21 ans. Donc ça a été un désespoir pour moi, ce mariage, tout en étant une joie. Nous sommes au début des années 80. Rongé par une souffrance extrême, Jacques fait malgré tout bonne figure. Il fonde une famille. Et 2 enfants sont nés. Alors j'ai eu des enfants, j'ai eu Maud qui est née en 1982. Ça a été une joie immense pour moi, d'autant plus que je voulais une fille en premier. Donc mon vœu s'est réalisé, mon souhait s'est réalisé. Puis 3 ans après, Marie-Hélène est tombée enceinte de Romain, mon fils, et ça a été aussi une joie pour moi. Pour le regard extérieur, j'étais un papa poule, un papa très attentif à ses enfants, toujours à l'heure à l'école pour aller les chercher, jamais 5 minutes de retard. C'était quelqu'un qui aimait énormément ses enfants. Donc j'ai des photos où, comme c'était pendant les vacances scolaires, ses enfants venaient avec lui pour l'aider à passer les pots de peinture, à tenir les pinceaux et vous voyez leur père travailler, ce qui est toujours intéressant. Un papa artiste qui s'occupait de ses enfants comme un papa, hein. Et c'était un papa, c'était un époux, un frère, Je ne suis pas au cœur de sa vie en tant qu'époux et papa. Ce que je vois, mais il ne joue pas. Enfin, j'ai jamais eu l'impression que mon frère jouait. Du tout. Pourtant, derrière cette image de bon père de famille, Jacques cache un lourd secret. Il mène une double vie. Une vie secrète dont il prend soin de dissimuler tous les aspects par crainte d'être découvert. Là, tout en vivant avec Marie-Hélène, en ayant une vie de couple, une vie de père de famille, je profite de mes moments de liberté pour avoir cette double vie secrète. J'étais coincé, bloqué dans ce secret, sans pouvoir m'en sortir. J'ai ma vie, il a la sienne, nous nous voyons, les week-ends, pendant les vacances, les choses se passent bien. Non, personne à aucun moment se pose de questions puisque je laisse aucune trace. Le seul indice visible de son mal-être, Jacques l'exprime avec pudeur et discrétion. Chez lui, à l'abri des regards, dans son atelier, il peint, sculpte et dessine. Au bout de quelques années qu'on se connaissait, il m'a avoué qu'il était lui-même peintre, qu'il faisait du travail de peinture et surtout photographe. Et j'étais surpris en voyant son travail personnel, artistique. Il faisait pas mal de clowns tristes. Il a toujours été dans une peinture très poétique qui va dans un pays merveilleux, quoi. Il avait un monde à lui. Je peignais des femmes, sans pouvoir en plus en expliquer le contenu ou la démarche. J'ai été frappé parce que
On voyait bien que c'était quelqu'un de tourmenté, c'était toujours des créations un peu noires qui faisaient ressentir son mal de vivre, qu'il ne laissait pas paraître, parce que quand il travaillait avec moi sur les décors, c'était plutôt un gai livron et il laissait ses problèmes, on va dire, à la maison, bien enfouis chez lui. Je me souviens de ce tableau. Le premier plan était des fils barbelés, elle était enfermée. Et il y avait des couleurs qui étaient foncées. J'ai toujours trouvé que ces toiles étaient belles, qu'elles représentaient forcément quelque chose pour lui. Par contre, je ne lui ai pas demandé. Pourquoi tu peins Non, je ne lui ai pas demandé. On sent une souffrance quand même dans toutes ces sculptures. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient appeler quelque chose de mystérieux. Je me souviens qu'il y avait des poupées cassées, des bouts de morceaux de journaux déchirés. Et puis il y avait souvent du texte, il y avait un petit texte qui accompagnait et il y avait un certain pessimisme. Par contre, ça représentait forcément quelque chose. Aujourd'hui, ça représentait quelque chose. C'est évident. Le travail artistique de Jacques exprime donc un profond mal-être, mais personne, ni ses proches, ni ses amis, ne parviennent à percer son mystère. Plus le temps passe et plus Jacques devient ombrageux. Ses sautes d'humeur sont plus fréquentes, souvent imprévisibles. En 1990, après 10 ans de vie commune, Marie-Hélène demande le divorce. Pour Jacques, cette séparation est un drame. Il se retrouve seul, loin de ses enfants. Dépressif, il décide de changer d'air. Il quitte la province et s'installe à Paris. 1 an plus tard, il rencontre Corinne, une rencontre déterminante. C'est elle qui va le pousser à révéler son secret. Là, je me sentais mal, très très mal. Et là, Corinne a commencé à le ressentir fortement. Un jour, elle me dit, voilà, j'ai parlé avec un psychiatre de nous, des problèmes qu'on a, qu'on rencontre en ce moment, depuis quelques mois. Et le psychiatre m'a dit que tu étais bipolaire. Et entre-temps, je m'étais renseigné, j'avais découvert qu'il y avait d'autres cas que moi, que je souffrais d'un mal beaucoup plus profond. Je sors spontanément à Corinne, c'est la première fois que j'ai sorti à quelqu'un. Non, je ne suis pas bipolaire, je suis transsexuel. Je suis une fille, une petite fille, puis une jeune adolescente, puis une jeune femme, puis une femme en prison dans un corps masculin. Et ce, depuis toujours. Je me sens vraiment être née femme, fille, quoi, enfin de sexe féminin. C'est pas un choix, c'est une nécessité pour continuer à vivre. En 2007, à 37 ans, Jacques avoue à ses proches le secret qui se cache derrière sa double vie. Libéré, il entame alors un travail plus personnel, une plongée dans son enfance pour comprendre réellement qui il est. Je pense que maman a toujours rêvé, après ses 2 filles, d'avoir un fils. C'était un désir très fort qu'elle avait. Et je pense qu'elle était très amoureuse, mais d'un amour maternel, bien sûr. Mais il y avait un amour très, 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 très fort vis-à-vis de moi, puisque j'étais son premier garçon. Et donc, elle me collait beaucoup comme ça, parce qu'elle m'admirait, en fait. Elle admirait le garçon que j'étais. Elle admirait ma façon d'être, ma sagesse aussi, peut-être. Elle admirait mon imagination. Elle-même était artiste, aimait beaucoup peindre, toucher aux arts. Elle faisait des émaux, elle bricolait beaucoup. Il y avait cette complicité avec maman, oui. Alors qu'il était très jeune, elle a très vite compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il ressorte, et c'était ce côté artiste.
Mes premiers souvenirs avec ma sœur aînée, c'était d'être cajolée, pouponnée, câlinée en permanence par cette grande sœur qui jouait plus ou moins à la poupée avec moi, quoi, hein. J'étais un petit peu son poupon. Et j'en ai un souvenir d'une grande douceur, je garde un très très bon souvenir de cette relation de petite enfance avec ma grande sœur de 8 ans. Et ce petit frère qui est né, je pense que je l'ai pris sous mon aile. C'est évident. C'est dans cette ambiance protectrice, entourée de femmes et d'un père autoritaire, que Jacques grandit. Mais quelque chose ne va pas. Jacques ne se sent pas à sa place. J'étais solitaire plutôt dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir un monde intérieur différent de celui des autres. Mais je me souviens très bien, toute mon enfance, être en décalage avec les autres. Moi, je me sentais petite fille. J'avais l'exemple de la petite fille avec qui je jouais souvent, la petite fille de l'appartement du dessous. Et je me disais, non, normalement, c'est moi qui devrais être à sa place. Parce que, intérieurement, je me sentais fille. Maman a commencé à me laisser monter au grenier jouer seule. Et j'ai miraculeusement découvert des cartons de vêtements d'enfance de mes sœurs. Et j'ai essayé, je me souviens une fois, une petite robe qui m'allait à ravir. Et c'est devenu ma caverne d'Ali Baba, ces cartons pleins de vêtements de petite fille, où là j'ai pu passer des heures en petite fille dans le grenier. Une de mes sœurs rentre dans le grenier, me découvre en fille, et éclate de rire bien sûr. Appelle ma maman qui monte me voir. Je me souviens même avoir tenté d'escalader le vasistas du grenier pour me réfugier sur les toits. J'étais rattrapé par la peau des fesses, rhabillé en petit garçon. Ma mère a raconté tout ça à mon père, qui rentrant du travail le soir, a décidé de me punir. Il m'a fait monter sur la table, culotte baissée, et recevoir des coups de martinet. Maman m'a signifié l'interdit verbalement, et lui, physiquement, m'a signifié l'interdit. À compter de ce jour, pour moi, c'est devenu tabou de me travestir, on peut dire ça comme ça, en fille. C'est devenu tabou et donc c'est devenu un secret. Docteur Graffaï, vous êtes psychiatre, médecin, sexologue, plus particulièrement en charge des transidentitaires au CHU de Bordeaux. Et vous suivez de nombreux patients transsexuels ainsi que leurs familles. Merci d'être avec nous ce soir. Quand Jacques, donc enfant, s'est déguisé en fille, ses parents le corrigent très sévèrement. Quel impact cela a-t-il pu avoir sur cet enfant ? Dans l'éducation dans les années 68 à 70, eh bien, lorsqu'un enfant faisait quelque chose qui était contraire à l'attente parentale, à la morale, au bien-pensant. Au bien-pensant, à la morale, voilà, qui faisait quelque chose qui était vraiment pas du tout accepté, eh bien à ce moment-là, les parents avaient tendance à lever la main facilement sur les enfants. De là à faire ce qui a été fait sur Jacques, peut-être pas. Mais quel impact sur lui ? Je crois que l'impact essentiel, ça a peut-être été justement le secret. C'est-à-dire, puisque j'ai fait quelque chose qui est absolument interdit, que l'on ne peut pas accepter, je vais me mettre dans le secret et je ne vais en parler à personne. Je vis ça comme je peux, mais je n'en parle surtout pas. Donc je pense que peut-être c'est à l'origine de ce secret qui a été tenu très très longtemps. Jacques a seulement 5 ans, mais cette humiliation, cette fessée donnée par son père va bouleverser sa vie. À compter de ce jour, il vit tiraillé entre deux personnalités, celle d'un petit garçon, comme le lui imposent ses parents, et celle d'une petite fille, comme le lui dicte son instinct. Désormais, pour vivre sa vie, Jacques n'a plus qu'une seule solution, se cacher et mentir. Maman m'a plus lâché du tout. Elle a consacré tout son temps à moi. J'avais très très peu d'occasions de me réhabiller en petite fille. Les seules possibilité qui me restait, c'était d'utiliser les crèmes de beauté de maman, que je me mettais sur le visage, un petit peu comme de l'essence de fille,
pour m'imprégner de sa féminité, de la féminité de ma mère. Nous avons 8 ans d'écart et à un moment donné, je suis partie de la maison, j'ai fait ma vie, je me suis mariée. Toute cette adolescence, nous nous voyions pendant les vacances, certains week-ends. Cette partie-là, cette partie de vie, je ne l'ai pas réellement vécue. L'entrée aux Beaux-Arts m'a permis de reprendre, de par ma liberté, de reprendre le travestissement. J'ai pu m'acheter des vêtements féminins et chez moi, en rentrant de l'école, m'habiller en fille et puis avoir ma petite vie d'étudiante. Pour moi, je passais du stade d'étudiant au stade d'étudiante et faire mes cours le soir en jupe, en robe. J'avais des visites surprises d'amis, d'étudiants comme ça, de copains, copines. Donc il fallait que je me déshabille à toute vitesse, que je renfile mon jean à toute vitesse. Donc des fois je recevais les gens torse nu ou voilà, parce que d'un coup de pied je jetais sous le rideau, sous l'évier toutes mes fringues féminines, de sorte à ce que personne ne les voie. Donc je vivais encore dans ce secret-là. Là, j'ai commencé, c'est une période de ma vie où j'imaginais que j'étais atteint d'une pathologie grave, quoi, enfin que j'étais taré, quoi. Si pendant sa vie d'étudiant célibataire, Jacques réussit tant bien que mal à jongler entre ses deux personnalités, les choses se compliquent pendant son mariage avec Marie-Hélène. Au quotidien, son secret devient de plus en plus difficile à cacher. Marie-Hélène part travailler et dès que le temps me le permettait, dès que j'avais un petit créneau de 4 heures me permettant d'avoir ma vie secrète, j'hésitais pas, vite j'enfilais mes vêtements féminins et j'allais faire 100 km et me promener dans les rues d'Angoulême en femme. Et je rentrais vite, sachant que j'avais 1 heure de route généralement, je rentrais vite à la maison avant que Marie-Hélène rentre du travail. Il est arrivé parfois de découvrir des tubes de rouge à lèvres que j'avais pu oublier dans la voiture ou qui avaient glissé sous le siège. J'avais pas d'explication à lui donner, si ce n'est inventer une première fois que j'avais pu prendre une autostoppeuse et puis qui a laissé ça dans ma voiture sans que je m'en aperçoive. C'est passé une fois, mais une deuxième fois, c'est plus passé, le coup de l'autostoppeuse. Donc elle a commencé à perdre confiance en moi, devenir de plus en plus suspicieuse, et elle fouille partout. Elle fouille partout dans mes affaires, mon chéquier, mes papiers, ma comptabilité, tout ce qui pouvait être facture d'achat, dans mon portefeuille, des relevés de cartes bleues. Et là, elle trouve quand même des choses bizarres. D'achats incongrus, genre un tube de rouge à lèvres, j'avais pas de raison de m'acheter un tube de rouge à lèvres. Et là, ça a été le clash et le début d'un mal-être dans le couple en premier. Et puis ensuite, la destruction du couple petit à petit au fil des mois, jusqu'à nous emmener au divorce. Jacques est donc dans l'obligation de mettre des mots sur son mal-être. Il ne peut plus se mentir, il va donc mener des recherches pour comprendre les causes de sa souffrance. Des réponses qu'il va trouver en découvrant l'existence d'un syndrome assez peu connu, le syndrome de Benjamin. J'ai le syndrome de Benjamin. Ah, bon. Et c'est quoi le syndrome de Benjamin? Et c'est là qu'il m'a expliqué qu'en fait, Jacques est né dans un corps d'homme, mais qu'il avait l'esprit d'une femme. Et donc là, il me parle de son syndrome, petit à petit, qui, depuis petit, il ne se sentait pas dans le bon corps. Non, je ne me serais jamais aperçue de sa souffrance, pas du tout. Et ça se dévoilait pas du tout. Il était assez sûr de lui, entouré... enfin, moi, je l'ai connu en couple. Enfin, il avait l'air bien dans ses baskets, quoi. Ça me fait drôle de parler de lui au passé, quand même. Parce qu'il n'est pas mort. Mais de dire Jacques était, j'ai envie de dire Jacques est. Et malheureusement, je peux plus le dire.
parle de syndrome de Benjamin, du nom du premier médecin qui a établi une définition de ces personnes qui ne se sentaient pas bien dans leur corps. De quoi s'agit-il exactement? C'est quelqu'un qui est profondément convaincu d'appartenir psychologiquement au sexe opposé à son sexe physique. Donc physiquement, la personne est un homme, comme le cas qui nous intéresse. Jacques, donc, c'était un homme au départ, et il est profondément convaincu d'être une femme. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'harmonie possible entre son corps et sa tête, et c'est ce qui provoque le problème. Certains patients vont réclamer un changement d'état civil parce qu'ils veulent être totalement reconnus dans le sexe qu'ils réclament, le sexe qu'ils revendiquent. Et oui, c'est une nécessité pour eux, finalement. Oui, et ne serait-ce que sur un plan social, quand vous avez un physique masculin, si vous vous réclamez du sexe féminin, vous avez des soucis, et si vous avez un physique féminin et que vous avez une carte d'identité masculine, c'est pareil. Vous avez des gros soucis à tous les niveaux. Donc, certains transsexuels essaient d'avoir une bonne coordination des choses. Mais d'autres transsexuels vont s'arrêter en cours de route. Il y a à peu près 25 à 30% de transsexuels qui ne vont pas jusqu'au changement d'état civil. Pourquoi ? Parce que ça ne les intéresse pas, parce que leur vie va bien comme cela. Souvent, ils demandent le changement officiel de prénom, ce qui s'obtient très facilement. Par contre, le changement d'état civil, c'est assez compliqué, ça dure longtemps, ça coûte des sous, parce que ça, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, bien sûr. La découverte du syndrome de Benjamin va faire de Jacques une nouvelle personne. Elle va lui donner le courage d'assumer sa véritable identité, notamment auprès de son entourage. Le 28 juin 2010, le chemin de croix de Jacques touche à sa fin. Ce jour-là, il se fait opérer. Il change de sexe. À compter de ce jour, Jacques devient Jelina. Alors l'opération, je me suis senti comme si on m'avait coupé quelque chose qui ne m'appartenait pas. Je me suis senti libéré. Et j'ai vraiment, maintenant avec du recul, la sensation d'avoir passé 50 ans de ma vie en prison. Juste après l'opération, qui est assez lourde, et elle était totalement épanouie, radieuse, voilà. Elle était enfin elle. Elle s'était enfin dévoilée comme une petite chenille qui fait son cocon et qui devient papillon, quoi. Jacques, quand il m'a dit « T'inquiète pas, je serai plutôt une vieille gitane », eh ben moi, je l'aime, cette vieille gitane, et je l'aime comme j'ai aimé Jacques. Non, il n'a pas changé. Je ne trouve pas qu'il ait changé. Ou alors il faudrait que j'aie un autre regard. C'est mon frère. Voilà. Et je l'aime tel qu'il est. Une deuxième vie qui commence pour moi. Il n'y a pas d'autres mots. Je commence une deuxième vie. J'ai envie que ce moment soit sain, pur, honnête et sincère. Je suis avide de sincérité, en fait, d'être sincère. Donc je cherche la sincérité dans mon art, dans mes relations avec les gens. Et voilà, j'essaie d'être la plus vraie possible. Alors si ses proches, ses enfants, ses ex-compagnes, sa sœur ont encore du mal à effacer l'image de l'homme qu'était Jacques, en revanche, pour Jelina, Jacques a totalement disparu. C'est loin du mensonge et en toute transparence que Jelina apprend aujourd'hui à se reconstruire et qu'elle fait ses premiers pas dans sa nouvelle vie de femme.